Mais d'abord, c'est aujourd'hui qu'Anne Hidalgo dévoilait officiellement son programme revalorisation du SMIC, ISF climatique, droit de vote à 16 ans. La candidate socialiste joue sa survie. Jonathan Dupriez. Anne Hidalgo ira jusqu'au bout, sans primaire, mais avec un programme. 70 propositions pour répondre à l'urgence sociale, climatique et démocratique. Avec ce projet présidentiel, la maire de Paris espère faire décoller une campagne qui patine depuis des mois. Ce projet est un projet riche, il est neuf, il est complet et donc il est financé. En priorité, Anne Hidalgo veut revaloriser le travail et les salaires, abroger la réforme de l'assurance chômage ou encore augmenter sensiblement le SMIC. Ma mesure phare, celle que je vous présente ce matin et que je prendrai dès le début de mon mandat, c'est le SMIC qui sera relevé de 15%, soit 200 € net par mois. La candidate PS entend aussi faire de l'écologie le combat du siècle. Ainsi, elle souhaite inscrire dans la Constitution la lutte contre le réchauffement climatique ou encore aller le plus rapidement possible vers 100% d'énergie renouvelable. D'autres mesures sont avancées, notamment un plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments, entièrement pris en charge par l'État. La Caisse des dépôts et consignations avancera l'argent nécessaire aux travaux directement auprès des entreprises qui les réaliseront et elle se remboursera ensuite, plus tard, au moment de la vente ou de la transmission du logement par héritage. Enfin, sur le plan de la démocratie, la candidate socialiste veut renforcer les droits directs du peuple, avec cette mesure, issue des Gilets jaunes, reprise à son compte. Oui, il y aura un référendum qui pourra être déclenché par un groupe de Français sur les questions importantes qui leur tiennent à cœur. Avec un programme dans la droite ligne de la social-démocratie, précis et chiffré, Anne Hidalgo rêve encore de renverser la table à 3 mois de la présidentielle. Mais la campagne s'annonce difficile pour la candidate PS, actuellement créditée de 3 à 5% dans les sondages. Et on va donc commencer ce débat évidemment en analysant la candidature d'Anne Hidalgo, sa dynamique de campagne ou pas, et celle de la gauche en général. Je vous présente mes invités. Noël Mamère, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes essayiste, ancien candidat écologiste à la présidentielle. Vous publiez Le cas Zemmour. Comment en est-on arrivé là? C'est aux éditions Les Petits Matins. Bérangère Bonte, bonsoir Bérangère. Journaliste, auteur de Le Sioux. C'est un portrait d'Édouard Philippe, publié aux éditions de l'Archipel. Pascal Perrineau, politologue, bonsoir Pascal, professeur à Sciences Po. Avec nous en duplex, Stewart Shaw, qui est consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Bonsoir Stewart, bienvenue, heureux de vous retrouver, vous aussi. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia, bienvenue à vous. On démarre donc avec Anne Hidalgo. Noël Mamère, est-ce que vous avez, j'imagine, écouté ses propositions, son programme officiel? Est-ce qu'elle peut encore sauver sa campagne pour vous? Je ne sais pas si elle peut sauver sa campagne. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elle a beaucoup emprunté à ce que disent les écologistes depuis un certain nombre d'années. Par exemple, l'ISF climatique était une idée promue par Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui était candidat à la primaire. Le programme 100% rénovation thermique. Disons que c'est un programme social-démocrate avec une bonne cuillère, si je puis dire, d'écologie. Est-ce que ça réussira à convaincre les Français? Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, nous sommes à 100 jours du deuxième tour. Je pense que ce sera extrêmement difficile pour Anne Hidalgo de décoller. Je crois qu'il faut dire la vérité. La vérité, c'est que la gauche, tout candidat réuni pour l'instant, en tout cas séparés, puisqu'ils sont balkanisés d'une certaine manière, la gauche est dans l'impasse. Et ça va être extrêmement compliqué durant ces jours de faire comprendre aux Français que, par exemple, l'écologie est un outil de lutte contre les inégalités et non pas, comme le disent ses adversaires, un instrument de punition, que c'est un outil d'émancipation et que pour le faire comprendre dans un monde où l'on cherche le clash plutôt que l'explication, où on cherche la simplification comme si le monde était binaire, c'est extrêmement compliqué de réintroduire dans le débat public un petit peu de complexité. Je pense que jusqu'à maintenant, ce à quoi nous assistons, de la part dans le débat public, qui est, comme vous avez pu le constater, extrêmement droitisé, on assiste quand même à une manière, comme si on voulait éteindre les Français plutôt que de les éclairer. Or, votre boulot, boulot de politique, c'est de contribuer à éclairer les Français. Et je pense que pour l'instant, on fait en sorte qu'il y ait de la confusion politique. On ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche, qui est de droite, qui est d'extrême droite.
Au point que d'ailleurs, des candidats d'extrême droite comme Zemmour arrivent pour apporter de l'ordre dans la confusion, ce qui est quand même assez incroyable. Et je pense que dans une certaine partie du métier du journalisme que j'ai pratiqué, un certain nombre de médias ne favorisent pas, ne se forcent pas beaucoup pour éclairer l'opinion. On y reviendra notamment sur la responsabilité médiatique. Ce ne sont pas les seuls, mais il y en a une dans le phénomène Zemmour qui s'est peut-être un peu tassé. C'est aussi une responsabilité politique. Je voudrais qu'on continue sur la... Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit on n'est pas les seuls. Je voudrais qu'on parle toujours de la gauche et peut-être avec vous, Bérengère. Il y a une histoire de calendrier quand même annoncé. Alors c'était prévu et la manifestation des enseignants est venue se fracasser sur... Mais ça tombe mal, quoi. C'est pas le bon jour pour annoncer son programme officiel, non ? Et quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Et franchement, la pauvre, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, tous les médias évidemment sont concentrés sur ce mouvement à l'école, ces difficultés du Covid à l'école, et évidemment présenter un programme qui en plus emprunte non seulement aux écologistes, mais aussi à Jean-Luc Mélenchon. La planification écologique, c'est un terme qu'a mis Jean-Luc Mélenchon dans la campagne. Enfin, on se demande bien ce qui reste d'Anne Hidalgo, qui a tellement été inconstante depuis le début, qui dit au printemps qu'elle ne sera pas candidate, qui ensuite l'est, qui dit qu'elle ne veut pas de primaire, puis qu'elle en veut une, puis qu'elle en veut pas. Tout ça dans effectivement un calendrier qui est quand même assez complexe, et à quelques jours maintenant d'une primaire populaire qui va avoir lieu de toute façon, même si donc elle n'y est plus ou elle n'y est pas. Avec peut-être beaucoup de gens qui vont y participer, donc bien ça sûr, aura quand même un impact. Ça va être, exactement, ça va être une vraie question. Il y a 130 ceux qui appellent à la primaire populaire. Qui sont d'accord, il y a 130 000 inscrits, qui vont sans doute voter. Ce qui peut encore évoluer, et s'il y a effectivement, vous avez raison, 150 000, 180 000 votants, ça va quand même avoir un peu de poids. Ça n'aura pas officiellement de valeur, mais si un Mélenchon ou une Christiane Taubira sort... Oui, parce qu'ils vont voter même pour des gens qui ne sont pas inscrits. On est quand même un peu dans une absurdité. Oui, sauf que, on en reviendra sur la primaire populaire. Pascal Perrineau, est-ce qu'elle pourrait renoncer, Anne Hidalgo ? Ah oui, elle pourrait renoncer. Si vous voulez, pour un candidat socialiste, se retrouver aux alentours de 4 à 5% d'intention de vote, au bout d'un moment, on doit se poser des questions. Parce que le seul à avoir atteint sous la Ve République à un tel niveau qu'il faut espérer, pour Anne Hidalgo est un niveau de palier à partir duquel elle ne pourra que rebondir, c'est Gaston Defferre en 1969. Mais à l'époque, j'allais dire, on avait, après mai 68, une gauche qui était en voie de disparition. Et là, on peut se dire que peut-être la gauche est en voie de disparition. En tout cas, le Parti socialiste, qui était tout de même l'ossature principale de la gauche sous la Ve République, c'était autour de lui que s'organisait ce qu'on a appelé la bipolarisation. Et pour l'instant, le gros problème de la gauche, il y en a deux. C'est d'abord que l'ensemble de la gauche est d'une incroyable faiblesse. Vous savez, on a fait... Le total gauche, quoi. Le total gauche. En dehors de la période électorale, on a demandé aux Français de se positionner à gauche, à droite, au centre. 25% des Français, vous vous rendez compte ? Un Français sur 4 aujourd'hui se dit de gauche. C'est un niveau historique de faiblesse. Jamais la gauche n'a été aussi faible. C'est une auto-affiliation, là. Il ne s'agit pas de faire... Voilà, c'est des gens qui disent, voilà, je me sens plutôt de gauche. Donc, à partir de ça, la gauche a choisi, en plus de ça, de partir dans un ordre dispersé. Et même celles qui voudraient apporter l'union participent à la désunion. Madame Taubira, en effet, au fond, on a l'impression qu'elle rajoute de la confusion à une gauche qui est déjà extrêmement confuse, très peu lisible de l'extérieur. Les Français n'arrivent pas à mettre derrière aucun candidat de gauche une ou deux idées précises pour l'instant. Ce qui fait qu'aucun candidat de gauche ne peut dépasser les 10%. Si vous ne dépassez pas les 10%, vous ne pouvez pas. Le ticket d'entrée au second tour, tout de même, ne va pas s'effondrer au niveau de 9 à 10%. Donc, vous ne pouvez pas prétendre redevenir une force de gouvernement. Et donc, on a l'impression que la gauche va être obligée, pas simplement peut-être Mme Anne Hidalgo, mais de passer son tour et d'envisager enfin de travailler sérieusement à qu'est-ce que c'est qu'une gauche au XXIe siècle. Oui, c'est la vraie question, peut-être qu'il aurait fallu se la poser avant. Je vais vous redonner à la parole Noël Mamère, mais il y a une étude intéressante que Via Voice, Stewart Shaw a publié pour Libération sur la gauche. C'est un baromètre politique centré vraiment sur la gauche. Qu'est-ce qui en ressort de ce baromètre ? Peut-être déjà l'idée de valeur commune, est-ce que ça existe encore, ça ?
En effet, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit précédemment sur cette radioscopie des électeurs de gauche, donc ceux qui ont voté entre 2012 et 2017 à au moins une de ces élections pour au moins une liste de la gauche. Il y a une lucidité sur le corps électoral d'une division de la gauche. 52% des électeurs de gauche estiment que ce qui réunit aujourd'hui ces électeurs est plus, ce qui divise ces électeurs est plus important que ce qui les réunit. 49% seulement des électeurs de gauche estiment qu'il existe encore des valeurs communes. Donc il y a ce que nous on a appelé peut-être un peu trivialement des centres de gravité idéologiques qui sont aussi assez distincts entre des électeurs potentiels d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, de Christiane Taubira aussi, ou encore et encore de Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la gauche, elle est confrontée à une problématique qui est cette tentation d'infidélité, je dirais, puisque sur ce corps électoral que nous avions identifié, 34% estimaient pouvoir voter en 2022 pour Emmanuel Macron. Pour vous donner un ordre d'idée, 23% seulement s'exprimaient en faveur d'Anne Hidalgo, 39% pour Christiane Taubira. Donc on voit bien quand même que cette gauche, elle est confrontée aussi à cette mobilité électorale qui est assez en défaveur, en tout cas pour les candidats qui sont en présence. Et je terminerai peut-être par un des résultats aussi qui m'a le plus surpris, c'est que sur l'effet déceptif d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les électeurs de gauche qui auraient voté en 2017 pour Emmanuel Macron, on se rend compte que si on fait le bilan des présidences comparées, les électeurs de gauche pensent que Emmanuel Macron a un aussi bon bilan que François Hollande. Donc vous voyez, il y a quand même là aussi un facteur, pour le coup, du président de la République sortant qui va peser, encore une fois, sur ce corps électoral de gauche. Oui, il y aurait presque une sorte de vote utile, finalement, de certains électeurs de gauche pour Emmanuel Macron. Laetitia Clopin. En fait, c'est bien sûr l'incarnation qui est en jeu, là, et ce qui est sur la table. Est-ce que Anne Hidalgo pose un problème ? Est-ce que la personnalité d'Anne Hidalgo pose un problème, puisque quand même au Parti Socialiste, il y a un programme qui est mis en place. Ce n'est pas Anne Hidalgo qui arrive avec ses petites mesures dans son sac. Non, il y a quand même de la concertation. On réfléchit au programme. Or, Anne Hidalgo, ça ne passe pas. On voit bien que cette barre des 5%, parfois elle la dépasse, mais enfin elle retourne souvent en dessous. Donc il y a bien un souci. Ça pose la question de la désignation du candidat dans un camp, c'est-à-dire que on a vu que la primaire c'était pas forcément avec par exemple l'exemple de Benoît Hamon qui a été censé représenter ce camp-là à la dernière présidentielle et qui s'est vraiment qui a échoué. J'allais dire lamentablement, mais on n'en a pas besoin. Et donc c'est vrai que on a eu peur de cette primaire et on s'est dit tiens, Anne Hidalgo est, mais qui s'est dit ça, je n'en sais rien, la candidate naturelle. Oui. Mais pourquoi, avec quelle... Il faut expliquer aussi aux électeurs pourquoi on choisit Anne Hidalgo. Peut-être qu'elle a toutes les raisons d'être la candidate. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'options. Oui, il y avait l'option Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'elle a été vraiment sauf qu'avant qu'Anne Hidalgo se déclare comme la candidate naturelle du Parti Socialiste, il faut se souvenir qu'Olivier Faure, qui est le secrétaire national du Parti Socialiste, plaidait fortement pour que le PS constitue une alliance avec les écologistes en acceptant que ce soit les écologistes qui conduisent cette alliance. Et donc les électeurs doivent comprendre ce qu'il s'est passé. Mais ils ne comprennent plus rien. Eh ben oui, mais donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Et puis si on revient sur ce que disaient Pascal Perrineau et M. Chou, la réalité c'est que en 2017, la gauche et les écologistes ont été incapables de réfléchir aux raisons qui les ont conduits à cet échec, qui étaient notamment liés au hollandisme et au valsisme d'une certaine manière, qui ont complètement dévié et détourné les objectifs de gauche. Souvenez-vous de ce meeting de François Hollande, mon ennemi c'est la finance. Souvenons-nous de la déchéance de nationalité. Souvenons-nous de la loi travail sous Valls. Souvenons-nous de l'état d'exception après le terrorisme, où nous avons été que 6 députés à nous opposer à la prolongation de cet état d'urgence qui est passé dans le droit commun en 2017 avec la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme avec Monsieur Macron, où nous avions dit qu'en effet nous allions nous habituer comme si nous étions mitridatisés à des restrictions de liberté. Tout ça, en effet, ne fait que contribuer à à ce que les électeurs de gauche soient paumés. Alors c'est vrai que ça paraît invraisemblable que face à un président qui est une forme d'imposture politique par rapport à ce qu'il nous avait raconté, c'est-à-dire qui est un président de centre droit,
qui... mais il y a quand même 30% des électeurs de gauche qui disent on va peut-être voter Emmanuel Macron. Mais c'est ça qui devient incroyable, c'est qu'il devient... Je reprends la main, je vais vous donner la parole juste après, Bérangère. Une sorte de vote utile. C'est aussi la responsabilité des forces de gauche et de l'écologie de ne pas avoir été capables de construire en 5 ans une proposition alternative. Alors, le retour de la gauche plurielle est-il encore possible ? Il y en a qui militent toujours pour et avec beaucoup d'envie et de conviction. Par exemple, l'eurodéputé Pierre Larrouturou qui fait une grève de la faim avec une dizaine de militants. Il réclame une union de la gauche à la présidentielle pour faire face à l'urgence climatique. On écoute tout de suite Pierre Larrouturou. On fait grève de la faim parce qu'on ne peut pas perdre encore 5 ans dans la lutte contre le dérèglement climatique. Emmanuel Macron, pendant 5 ans, n'a quasiment rien fait, des mesures homéopathiques. Et si on a encore Macron pendant 5 ans, ou si on a Valérie Pécresse, qui ne parle jamais du climat, eh bien dans 20 ans, on a des centaines de milliers de morts en plus. Les seuls qui ont compris l'urgence climatique et qui apportent des solutions à la hauteur, c'est ceux et celles qui se disent de la gauche et de l'écologie. Mais s'ils sont divisés, ils n'ont aucune chance, aucune, d'arriver au deuxième tour. Par contre, si on est rassemblés, on peut gagner. Noël Mamère, je vais vous redonner la parole, puis après simplement, j'ai beaucoup de respect pour Pierre Larrouturou, mais je ne suis absolument pas d'accord avec le fait d'organiser une grève de la faim. Il y a des hommes et des femmes qui, dans ce monde, ont mené des grèves de la faim pour des situations beaucoup plus périlleuses que celles que nous vivons. Nous sommes dans une démocratie, on doit pouvoir débattre, et je pense que c'est une manière de dévaloriser une action que l'on mène quand il n'y a plus rien d'autre de possible. Mais sinon, ce qu'il dit sur le réchauffement climatique, le climat est bien sûr un des sujets les plus importants. Mais il faut dépasser. Ça pourrait même être le sujet le plus important. Oui, mais on peut pas dire le climat. Il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a les effets du réchauffement climatique sur les migrants. Il y a aujourd'hui 3 fois plus de migrants liés au réchauffement climatique que liés aux guerres et à des événements extraordinaires. Et puis il y a des conséquences sur les inégalités. Qui est le plus frappé par le réchauffement climatique et par ses effets ? Ce sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui polluent le moins. Qui est aujourd'hui le plus victime de la pollution de l'air ? 50 000 morts prématurés par an dans notre pays. Ce sont ceux qui habitent le plus près des périphes et le plus près au plus près de transport. Alors, donc, la réalité, c'est que l'écologie ne peut être résumée au climat. Oui. Bérangère Bonte, est-ce que vous y voyez, on va terminer là-dessus sur ce chapitre consacré à la gauche, le signe d'une droitisation du pays? On le dit souvent, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, où finalement, c'est pas d'abord la responsabilité, je reprends ce que disait Noël Mamère tout à l'heure, des leaders, c'est-à-dire des égos boursouflés et des leaders, hommes et femmes confondus, qui n'arrivent pas à s'entendre. Mais la responsabilité des leaders entraîne aussi cette droitisation du pays. Enfin, l'offre à gauche est tellement illisible dans son ensemble et au PS en particulier. C'est juste ça que je voulais ajouter tout à l'heure. Quand Laetitia parlait du sujet incarnation, peut-être, mais qu'a fait le PS depuis 5 ans ? Enfin, c'est le principal parti de gouvernement à gauche. Et quand vous regardez, on est passé un peu vite sur les mesures annoncées aujourd'hui, enfin les propositions d'Anne Hidalgo, mais vous retenez quoi ? Oui, alors il y a le vote à 16 ans, ok. 2300. Elle va détricoter la réforme chômage, elle va détricoter ou elle va maintenir en tout cas la retraite à 62 ans, elle va rétablir la pénibilité. Enfin, elles sont où les idées en fait? Qu'a fait la gauche et qu'a fait le PS depuis 5 ans? Je trouve que c'est un vrai sujet. Et pour répondre plus complètement à votre question, je pense que Emmanuel Macron n'est pas qu'un président de centre-droit, précisément, et notamment cette crise du Covid. Lui, le fait d'avoir le carnet de chèques facilite quand même les choses d'une certaine façon et complique les choses pour la gauche. Vous avez un président qui a quand même beaucoup soutenu l'activité économique, probablement plus qu'ailleurs en Europe, et ça, quelque part, un électeur de gauche... Le président protecteur, quoi. Et voilà, est bien embêté de le critiquer complètement pour ça. Stewart Shaw, un mot peut-être quand même, pour boucler ce chapitre gauche de Christiane Taubira. Comment elle est perçue dans ce baromètre que vous publiez en Libération ? Écoutez, un chiffre, 39% des électeurs de gauche que nous avons interrogés pourraient potentiellement voter pour Anne Hidalgo en 2022. C'est le score le plus élevé des candidatures que nous avons testées, mais pour vous donner un ordre d'idée, Jean-Luc Mélenchon est à 38%, voilà. Emmanuel Macron à 34%. Donc finalement, le fait que cette candidature d'union de la gauche... Vous avez dit Anne Hidalgo, je voudrais juste être sûr, c'est de Christiane Taubira dont vous parlez. Christiane Taubira, d'accord, on est bien d'accord, merci. Christiane Taubira est à 39%, okay. Jean-Luc Mélenchon à 38%.
Emmanuel Macron à 34 et Anne Hidalgo à 23. Donc vous voyez cette candidature qui semblerait être la candidature de l'union de la gauche naturelle, elle ne semble pas en tout cas aujourd'hui portée par une majorité des électeurs de gauche. Donc oui, elle est populaire auprès de l'ensemble des sympathisants, ce qui est différent pour Anne Hidalgo, qui est beaucoup plus populaire sur son socle électoral, y compris pour Yannick Jadot. Donc elle arrive, elle, à être populaire auprès de l'ensemble du corps électoral de gauche. Pour autant, on l'a vu, elle ne performe pas ou surperforme pas dans cet électorat. Alors, on va parler maintenant d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui cherche son second souffle. Je vous propose l'une de ses interventions. C'était hier sur BFM TV. Il s'attaque à Marine Le Pen. On écoute Éric Zemmour. Marine Le Pen ne m'intéresse pas beaucoup. Vous savez, c'est une candidature de routine. Elle était là la dernière fois, elle était là l'avant-dernière fois, elle sera là la prochaine fois. Moi, vous savez, j'ai une pensée émue pour les électeurs du Rassemblement national. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre avec Marine Le Pen en 2032 ? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. C'est un peu notre Arlette Laguillet de la droite nationale, Marine Le Pen. Il y a toujours le sens de la formule, Éric Zemmour. Laetitia, est-ce qu'il est dans une sorte d'impasse stratégique ? Soit il continue de choquer et il accroît son rejet, on en a souvent parlé ici dans une partie de l'opinion. Là, le taux de détestation d'Éric Zemmour est très élevé. Soit il se calme, il ne fait plus d'événements, il attire moins les médias. Moi, je pense qu'il n'a jamais été dans une impasse. Je crois qu'on se rassure quand on se dit ça. Et il me semble qu'il a au contraire un boulevard. C'est-à-dire que... pourquoi ? Parce que justement, il est nouveau sur l'échiquier politique. Oui, on le connaît parce qu'il était journaliste. Mais là, il se présente, c'est la seule innovation, si vous voulez, en termes d'incarnation dans cette présidentielle. Et il peut charrier la promesse, justement, d'une révolution, ce que Emmanuel Macron nous avait promis en 2017, vraiment. Et donc, il veut faire l'union des droites. Je crois que sur le papier, il a encore devant lui vraiment une marge de progression, au contraire, très forte. Voilà. Vraiment, j'en suis convaincue, bien que le socle de Marine Le Pen, si vraiment, après on s'attache à une analyse purement politique, soit ultra solide, on sait très bien que 90% des électeurs du RN vont voter RN par tradition, par fidélité, mais n'empêche qu'on n'a jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui, et c'est pour ça que cette campagne est totalement imprévisible, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu le surgissement d'un candidat comme Éric Zemmour à un moment où le pays peut potentiellement, pour plein de raisons, et vous les avez évoquées vous aussi dans votre livre Noël ma mère, pour des raisons mais vraiment qui sont multiples, peut basculer dans un vote effectivement qui serait révolutionnaire. Noël ma mère, comment vous jugez sa campagne depuis sa candidature, sa déclaration officielle, ce clip qui a été crié ? Comment vous jugez sa campagne à Éric Zemmour ? Écoutez, je rejoins ce que vient de dire Laetitia, à savoir qu'il occupe un terrain qui était laissé en jachère, avec une Marine Le Pen qui est plutôt fatiguée, si je puis dire, qu'on est en effet à sa troisième candidature. Et il a profité finalement d'un terreau qui était préparé. Parce que si l'on regarde, c'est ce que nous avons fait dans notre bouquin, si l'on regarde le contexte international, le fond de l'air est quand même très brun. Qu'il s'agisse du trumpisme et du suprémacisme blanc, qu'il s'agisse du Brésil, qu'il s'agisse ce que l'on appelle les démocraties libérales de Orban ou de la Pologne. Si l'on regarde, et si l'on descend un petit peu dans l'entonnoir, quand on regarde la France, c'est une droite qui a abandonné ses règles républicaines pour aller braconner sur les terres de l'extrême droite, y compris d'ailleurs en utilisant des mots qui sont exactement les mêmes que ceux de l'extrême droite. Une gauche dont on a dit les renoncements, les complaisances, une forme de soumission à un néolibéralisme dont le ruissellement ne ruisselle que sur les plus riches. Et puis un contexte mondial qui est celui d'une mondialisation qui précarise les gens. Et cette précarité, cette vulnérabilité, elle n'est pas simplement liée à des conditions économiques. Est arrivée cette pandémie qu'il faut qualifier de fait social total, qui nous concerne tous et qui nous ébranle à la fois dans nos certitudes sur notre capacité à maîtriser le monde, et puis c'est ce bouleversement climatique qui se rapproche chaque année, j'allais dire chaque jour, un petit peu plus, avec
des parents qui ne savent pas si leurs enfants vivront mieux qu'eux et qui pensent qu'ils vivront plus mal. Et donc cette vulnérabilité, Zemmour, il en profite. Et donc il peut incarner le vote contestataire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, Thomas. On ne sait pas jusque même les 15 jours avant le premier tour. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Oui, d'ailleurs, Pascal Perrineau, ça fait un moment qu'on vous a pas entendu. Simplement, j'ajouterai une chose que nous avons essayé de décrire, c'est qu'il faut se méfier. Zemmour, il n'avance pas tout seul. Laetitia a écrit un livre sur les clowns. C'est pas un clown. C'est quelqu'un qui a derrière lui... Regardez les meetings dans lesquels il se trouve. Qui est derrière lui ? Des jeunes de la bourgeoisie dorée. Et puis il a derrière lui aussi un capitalisme, celui de Bolloré et de quelques autres qui ont beaucoup d'intérêt à ce qu'il prospère. Pascal Perrineau, si on revient à l'analyse de la campagne de Zemmour, on pourrait presque faire le même raisonnement pour d'autres candidats, mais est-ce qu'il a grand-chose à dire sur le Covid, lui, par exemple ? Est-ce que finalement ce contexte-là, depuis un mois, écrase pas complètement sa campagne ? Non, il a surgi sur une scène politique parce que justement il était extérieur au système. Tout ça avec de multiples beaucoup de guillemets, tout en étant complètement dedans. De multiples guillemets. Et il surgit parce qu'il assume totalement un discours de la nostalgie française. Et il y a, oui, dans de multiples secteurs de l'électorat, un discours de la nostalgie. La France a été une grande puissance, elle n'est plus qu'une puissance moyenne. La France a brillé de tous ses feux dans le monde. Aujourd'hui, elle brille, mais de manière plus mesurée. Et donc, il a beaucoup travaillé cette nostalgie française et il l'exprime avec le talent de polémiste qui est le sien. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'un polémiste de ce type surgit sur la scène politique française. Dans les années d'entre-deux-guerres, il y en a eu de nombreux, exactement sur le même thème, à une époque où la France s'interrogeait sur ce qu'elle était et ce qu'elle était dans le monde. Oui, mais la révolution numérique est passée aujourd'hui, là et ça change tout. Non, ça ne change pas tout. Ça ne change pas tout. Quand vous regardez la manière, une enquête vient de sortir, sur la manière dont les Français construisent leur choix électoral, vous apercevez que très nettement devant le numérique, c'est aujourd'hui encore la télévision qui reste le média qui pour eux est essentiel, même s'il y a en effet entre la télévision et le numérique, bien sûr, des échanges qui sont des échanges évidents. Mais il ne faut pas tout de même, si vous voulez, certes c'est un élément de nouveauté, porteur d'un discours, j'allais dire, ultra traditionnel. Au fond, qu'est-ce qui se dit dans le discours de Zemmour ? C'est un très vieux tempérament politique français qu'on pourrait appeler celui d'une droite maurassienne. D'une droite qui regarde l'avenir toujours dans le rétroviseur. D'ailleurs, si on regarde ces propositions sur l'école, c'est presque caricatural. Le retour de la blouse, le ministère de l'Instruction publique, la fin de l'apprentissage des langues étrangères en primaire. Parce que dans ce paysage, d'une certaine manière, Marine Le Pen est beaucoup plus moderne qu'Éric Zemmour. Oui, mais d'ailleurs, on l'a sans doute enterré un peu trop vite, Marine Le Pen. Bien sûr. Et d'ailleurs, les Français le montrent aujourd'hui. Marine Le Pen est créditée dans le dernier sondage de l'Institut ELAB de 17% d'intention de vote. Éric Zemmour de 12,5%. Mais si on regarde les dynamiques, c'est ce que j'essaye de faire quand on a fait de 100, 150, 100 jours, elle est plutôt stable, mais elle est stable avec un socle solide pour Marine Le Pen, c'est ça, extrêmement solide. Ce qui est quand même très, très, très inquiétant, c'est que deux candidats d'extrême droite, aujourd'hui en France, font près de 40% à tous les deux. Et peut-être que ce qu'il faut dire dans le prolongement de ce que vient d'expliquer Pascal Perrineau, parce que je pense que c'est très important, c'est la question de l'hégémonie culturelle. Alors je vais faire le pédant avec le pari gramscien, mais il ne date pas d'aujourd'hui, il en est l'héritier, Zemmour. L'incarnation, ça a commencé quand ? Ça a commencé en 1968 avec M. Alain de Benoît, qui est d'ailleurs toujours proche de Zemmour, et le GRES, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Puis 2 ans plus tard, Blot et Jean-Yves Le Gallou, qui sont toujours près de Zemmour, qui créent le Club de l'Horloge, et même la droite, qui avait créé le Club 89, qui, dans ces années-là, avait proposé les premiers la préférence nationale. Donc, cette hégémonie culturelle, on le voit bien avec la droitisation extrême du débat public, elle est à l'œuvre. Alors, est-ce que ce pari gramscien de l'hégémonie culturelle avant la victoire politique aura lieu ? C'est à la France, c'est à nous, les forces politiques, de démontrer que ce n'est pas possible. Il faut rester très prudent, Stewart Shaw pourra le confirmer. Il y a Stewart, très rapidement, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas du tout choisi, qui soit ne sont pas sûrs de leur choix, soit n'ont pas choisi leur candidat, on est d'accord.
Oui, on est à peu près à 40% du corps électoral qui n'est pas encore sûr de leur choix. Et d'ailleurs, sur Éric Zemmour, ce qui est très intéressant, c'est cette mobilité électorale. Selon les dernières analyses, sur 100 électeurs d'Éric Zemmour entre octobre et décembre 2021, 36% ont changé d'avis au profit soit de Valérie Pécresse, soit de Marine Le Pen. Donc ça montre bien que les choses ne sont pas encore cristallisées. Je me permets juste de rajouter 2 points sur Éric Zemmour. Le premier, c'est que il pâtit aussi d'un duel qu'il perd encore dans l'opinion face à Marine Le Pen, notamment sur des sujets de prédilection, sur la sécurité, sur l'immigration. La présidente du Rassemblement national constitue une candidature beaucoup plus crédible auprès de l'opinion. Et d'ailleurs, l'opinion publique ne pense pas qu'Éric Zemmour est plus compétent que Marine Le Pen, alors que c'est un peu un élément de langage chez lui. Et je dirais que le troisième élément qui est très compliqué aujourd'hui pour Éric Zemmour, dans cette nouvelle temporalité de la campagne, très programmatique pour le coup, c'est qu'il doit passer d'une sphère d'acceptabilité, c'est-à-dire cette proportion de Français qui estiment à peu près à un tiers qu'effectivement il est utile au débat démocratique, qui partagent un certain nombre de constats, à une sphère d'acceptation, d'adhésion. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué dans une campagne électorale. Bérangère Bonte, quel que soit même si Éric Zemmour ne se qualifie pas pour le second tour, personne ne peut le dire autour de cette table aujourd'hui, on n'en est pas sûr, c'est encore une possibilité. De toute façon, est-ce que vous diriez qu'il s'est installé pour longtemps dans le paysage politique français ? Il a dit récemment qu'il avait l'intention il réfléchissait en tout cas sérieusement à une candidature aux législatives. Il a, lui, manifestement l'intention de ne pas faire... c'est pas un aller-retour vers son métier d'origine, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est sur la période là dans laquelle nous sommes, que Marine Le Pen ou lui soit au second tour, moi je suis convaincue qu'il y a vraiment il a évidemment pris mathématiquement parlant des voix au RN, mais l'ensemble du réservoir est quand même est plus important. Le fait est que Marine Le Pen devait être à 25-26% en septembre. Ouais. Elle est descendue de 10 points, mais lui est au-dessus de 10 Moi, je pense je crois qu'il pense à l'après 2022, parce que son pari, ça a été dit, c'est l'union des droites. Oui, donc c'est un peu le sens de ma question. De Buisson, de De Villiers et de ceux qui sont à ses côtés. Allez, un mot là-dessus. Et on vient de voir que Guillaume Pelletier est parti de LR pour aller au Front National. Madame Le Pen ne sera sans doute pas candidate une 4e fois. Qui aura-t-il à ses côtés? Des Wauquiez, des Marion Maréchal. Et à ce moment-là, effectivement, un certain nombre de digues peuvent tomber. On verra. Nous amener Pascal Perrineau, vous connaissez bien la mais je crois qu'il faut être prudent, parce qu'on vit beaucoup avec des schémas d'union. On parle de la droite et de la gauche. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des droites, René Raymond l'avait montré, il y a de très nombreuses années. L'union des droites. Voilà. Et il y a des gauches. Et quand vous regardez l'histoire de la gauche, on en parlait tout à l'heure, les moments de désunion sont beaucoup plus importants que les moments d'union. La gauche, dans son histoire, depuis le début du XXe siècle, a été beaucoup plus désunie qu'unie. Donc on court après l'union, mais l'union, c'est pas ce... Et l'union des droites, mais attendez, l'union des droites, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans qu'on en parle. Il va y avoir une fusion des droites, de la droite extrême à la droite républicaine. Elle n'est pas là. Elle n'a pas été là sous Chirac, elle n'a pas été là sous Sarkozy, et elle n'est pas là quand vous écoutez Valérie Pécresse. Donc je crois qu'il y a tout de même, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, il faut sortir des schémas de la bipolarisation. La Ve République n'est plus du tout bipolaire. Il y a quand même un petit miracle. Il y a quand même un petit miracle qui s'est produit pour la droite républicaine, qui est ce congrès des Républicains. Vous souvenez-vous, en septembre, on avait un Xavier Bertrand qui n'en démordait pas. Je veux dire, ils sont pas passés très loin d'une situation un peu identique, peut-être moins dispersée quand même que la gauche, mais quand même pas aussi unie derrière une candidate. Alors ça vaut ce que ça vaut, et on pourra toujours re-questionner, bien sûr, les principes des primaires, parce que le volant d'électeur d'Éric Ciotti, que fera-t-il? Ça, pour le coup, ça reste une inconnue. Mais globalement, ils s'en sortent plutôt bien avec une candidate qui a plutôt été assez largement choisie. Et c'était inespéré. Alors justement, on va parler plus précisément de Valérie Pécresse. Laetitia, vous avez passé au crible sa communication, sa stratégie de communication. Elle doit se différencier d'Emmanuel Macron. Bah oui, puisque le plus grand danger à la fois pour Emmanuel Macron et pour Valérie Pécresse, c'est de ne pas réussir à se distinguer. Et peut-être de ne pas être au second tour. Pour l'instant, rien n'est écrit. Donc il y a 2 jours sur Twitter, je suis tombée sur une petite vidéo
qui illustre tout à fait l'enjeu pour les deux candidats. Alors je précise quand même que c'est une vidéo qui a été postée par le compte de soutien de la candidate LR, qui l'a elle-même retweetée. Regardez, on en parle juste après. Non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. Je l'ai dit, je récuse totalement ce terme de violence policière. Il ne faut pas confondre d'abord deux choses qui sont les risques terroristes et la dangerosité et le phénomène des migrations. Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Bon, on va passer les grosses ficelles, hein, le noir et blanc pour dire Macron, c'est fini, et puis la couleur pour Valérie, présidente. Mais vous voyez bien que ces soutiens se posent la question de comment les différencier, et donc nous prennent par la main pour dire, regardez, ils ne disent quand même pas la même chose. Et vous savez bien, Thomas, que quand on est comme ça dans une uniformité apparente dans les propositions, comment on se distingue sur la scène politique, surtout à 3 mois du premier tour? Je sais pas, en choquant l'opinion. Par la forme, le style, l'incarnation, c'est-à-dire que si on ne peut pas dire vraiment mon programme est l'antithèse de mon adversaire, on se met sur le registre de l'émotion. J'aime, j'aime pas. Voilà, on va aimer ou pas Valérie Pécresse, et c'est pour cette raison qu'évidemment, elle choisit des mots qui choquent et qu'elle choisit l'héritage de Nicolas Sarkozy avec son Karcher. Écoutez. Alors moi, je veux que la peur change de camp. Je traquerai les caïds, les voyous, les dealers, les mafieux, les prêcheurs de haine. C'est eux que je veux harceler et priver de leurs droits civiques. Alors oui, je passerai le Karcher. Ça fait 10 ans que François Hollande et Emmanuel Macron l'ont rangé à la cave. Il est temps de nettoyer les zones de non-droit. Ouais, bon, le problème, c'est qu'elle reprend exactement les mêmes termes, nettoyer et Karcher, que Nicolas Sarkozy. Donc, bien sûr qu'elle assume l'héritage de Nicolas Sarkozy, qu'elle envoie un message fort à Emmanuel Macron sur le régalien, qui est censé être son talon d'Achille. D'accord, simplement, là, Valérie Pécresse fait une démonstration de force, de fermeté, de dureté. Est-ce qu'Emmanuel Macron, vis-à-vis d'elle, est si mou que cela? C'est aux électeurs en juger. Les termes qu'elle employait sont effrayants. Ces gens-là parlent de violence, mais c'est eux qui donnent le ton de la violence, cette violence verbale nettoyée qui fait référence à des choses qui ont marqué des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Je trouve que c'est absolument effrayant. Mais Madame Pécresse peut continuer comme ça. Comme le disait Le Pen, les électeurs, ils préféreront l'original à la copie. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'original, c'est celui qui est dans l'excès, c'est celui qui incarne les vieilles idées de l'extrême droite, c'est Zemmour et c'est pas Pécresse. Pascal Perrineau, comment vous analysez la dynamique de campagne de Valérie Pécresse depuis qu'elle a été désignée par la primaire ? Il y a eu un effet de surprise dans un premier temps, en effet, que tu attendu quand on sort avec une marge en plus de ça aussi importante que celle qui a été la sienne d'une primaire et que l'on gagne une primaire. En effet, on gagne 2 à 3 points. Et puis ensuite, elle est redescendue à un niveau qui est intéressant pour elle. Parce que pour l'instant, elle est parmi celles qui peuvent s'inviter au second tour. Et c'est là, si vous voulez, une élection présidentielle, c'est une élection à 2 tours, je ne vais pas vous l'apprendre. Il n'y a pas simplement un premier tour, il y a un second tour. Et là, autant dans le premier tour, pour l'instant, elle a du mal à aller au-delà du petit sursaut qu'a connu le candidat la LR à la suite des primaires, autant en termes de second tour, elle a des intentions de vote qui sont prometteuses. Puisque encore, il y a 2 jours, le sondage que je citais tout à l'heure, Elab, montre que Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, c'est 50-50. Alors que les candidats venant de la droite extrême sont battus avec des scores extrêmement confortables. C'est 46, 45% pour Marine Le Pen, environ 39-40 pour Éric Zemmour. Cela montre, si vous voulez, la droitisation du pays. Mais attention, une élection présidentielle, c'est une élection qui délivre du pouvoir. Et là, à partir du moment où ces chiffres vont se répéter, s'ils se répètent, elle pourra apparaître comme une candidate qui est porteuse de l'alternative. Parce que pour l'instant,
Les Français se disent, mais il n'y a pas d'alternative. Au fond, les sondages montrent qu'Emmanuel Macron est largement en tête au premier tour. Et d'autre part, les indicateurs socio-économiques, ce que les politologues américains appellent le vote du porte-monnaie, sont extrêmement favorables pour le président sortant. On regarde en particulier la hausse du pouvoir d'achat, même si les Français ne s'en rendent pas beaucoup compte, la baisse du chômage. Surtout avec les prix de l'énergie en ce moment. Voilà, il y a là des indicateurs qui sont des indicateurs objectivement bons pour un candidat sortant, quelle que soit sa couleur politique. Mais à partir du moment où une alternative peut apparaître, la perception des Français peut changer. Surtout qu'LR n'est pas dans l'état du Parti socialiste. Vous voyez, le Parti socialiste, c'est un grand parti de gouvernement, une grande force de gouvernement qui est en train de se marginaliser. Ce qui n'est pas le cas de LR. C'est fait siphonner par Emmanuel Macron. Enfin, excusez-moi, mais LR, pendant 5 ans, n'a pas existé. C'est plus compliqué que ça. LR est la première force dans les régions, dans les départements, dans les grandes municipalités, et de loin. Donc, elle a... Pour les élections locales, mais pour les présidentielles. Mais attendez, c'est important. Le PS a résisté aussi dans les élections locales. Et bien sûr, le PS d'ailleurs... Il a encore des fiefs. A résisté. C'est la mort lente. Et donc, on verra dans cette élection, moi, au fond, le grand défi, c'est est-ce que l'on va vers une ressucée de 2017 ? C'est-à-dire un clivage gauche-droite qui n'existe plus et, au fond, un homme qui se présente comme le candidat de la société ouverte contre la société du recentrage national, Madame Marine Le Pen, ou est-ce que le clivage gauche-droite va réussir, au travers de Valérie Pécresse, à se réinviter Et là, ça changera tout. Ouais. Allez, un mot de conclusion, Bérangère Bonte, sur l'effet de la crise sanitaire, quand même. On en a un peu parlé, parce que moi, je veux quand même que dans cette émission, on donne des clés à nos téléspectateurs en parlant des programmes, en parlant du contenu, en parlant de politique et pas seulement de santé. Mais bon, c'est quand même ce qui écrase un peu toute l'actualité depuis plusieurs jours. Et donc, ça anesthésie un peu la campagne. Est-ce que ça profite au président sortant ? Je pense que tant que cette crise est en cours, c'est clairement lui qui a la main. Et on le voit, la gauche a beaucoup de difficultés à mettre dans le débat public d'autres sujets. Et on parlait d'Éric Zemmour tout à l'heure, c'est un peu la même chose. En dehors de grandes émissions de télé, c'est compliqué pour lui. On est dans cette crise sanitaire. Alors tant que ça se passe, entre guillemets, bien pour Emmanuel Macron, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Si ça continue à évoluer comme on le voit là, on parle déjà en février de desserrer les taux. Vous imaginez le bénéfice pour un président de la République qui rend à tout le monde son oxygène. Un président candidat, bien entendu. Donc évidemment, la petite séquence là actuelle, ce qui se passe avec Jean-Michel Blanquer, avec le petit raté, le gros raté même de la rentrée scolaire, peut compliquer les choses. Mais je ne suis pas sûre que ça change fondamentalement la donne. Pour l'instant, je crois que ça profite clairement au président. Un peu comme pour avoir travaillé beaucoup sur Édouard Philippe pour mon livre, il a beaucoup profité en termes de popularité, en termes de crédibilité de cette crise sanitaire qui n'a peut-être pas été gérée parfaitement, mais qui l'a gérée et on voit clairement dans toutes les études que c'est le moment qui lui a profité. Oui, mais Bérangère, paradoxalement, ça s'améliore, on va dire, au mois de février. Ça donne tout va dépendre du calendrier. L'espace au président de la République. Précisément. Mais comme l'a dit Pascal Perrineau, si la gauche est capable, avec les écologistes, de revenir sur des sujets qui sont prioritaires pour les Français, les sujets prioritaires pour les Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'éducation, c'est la santé, et qu'ils sont capables de réhabiliter le clivage droite-gauche, à ce moment-là, le président de la République risque d'avoir quelques difficultés, mais pour l'instant, on le par exemple, ils le font aujourd'hui avec la grève des enseignants et de tous ceux qui les accompagnent dans l'éducation. Mais est-ce que c'est un premier pas vers, non pas une union, mais vers une capacité de remettre les sujets sociaux, les sujets économiques et les sujets de vie quotidienne dans le débat? Je n'en suis pas sûr. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Noël Mamère, je rappelle le titre de votre livre, Le cas Zemmour. Comment en est-on arrivé là? C'est publié aux éditions Les Petits Matins. Et puis Bérangère Bonte, le Sioux, c'est un portrait d'Édouard Philippe qui est publié aux éditions de l'Archipel. Merci encore à tous.